Bonsoir, bonsoir, c'est vendredi soir et c'est la fête à la maison. Madame est servie, elle est pas plus belle la vie, hein, sérieusement. Et ce soir, retour d'Elmina. Bonsoir Elmina. Bonsoir. Comment vas-tu Elmina? Très bien, merci. Et toi? Ben écoute, ça va très bien. Beaucoup de livres en ce moment, un petit peu moins au cinéma, mais j'ai vu de très bons films. Mais peut-être qu'on en reparlera. Et on accueille aussi ce soir une nouvelle recrue qui s'appelle Léonie. Bonsoir Léonie. Bonsoir. Ravi que tu nous rejoignes et bienvenue dans l'équipe. Est-ce que tu as le stress pour cette première? Un petit peu, mais je suis quand même très honorée de pouvoir participer à cette première. Et tu verras Léonie, le stress c'est très très bien. De quoi va-t-on parler ce soir? On va parler d'une série qui passe sur Disney+, il me semble, The White Lotus. Et on commence tout de suite par le cinéma avec un film. Ben, je vous propose d'écouter la bande-annonce avant d'en parler. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha n'a qu'un rêve. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Devenir hôtesse de l'air. Waouh! Malheureusement, elle ne coche aucune case avec ses cheveux plats et ses 2 centimètres de trop. Avec ton père, on est un peu inquiet. Tu vas finir vieille fille. Non mais dis donc, dis alors. Mais le destin va peut-être lui permettre de réaliser son rêve. Donc c'est Natacha, presque hôtesse de l'air, dont on va parler dans cette première partie. Le pitch est simple, c'est l'histoire de Natacha qui se rêve hôtesse de l'air et qui, par un concours de circonstances, va être témoin du vol de la Joconde. Ça se passe dans les années 60, c'est réalisé par Noémie Saglio et c'est avec Camille Lou, Vincent De Dienne, Didier Bourdon et il y a une pléthore d'acteurs et d'actrices stars. Léonie, on va commencer par toi. Qu'as-tu pensé du film? Alors, du coup, je vais vous donner mon ressenti à chaud du film parce que je l'ai vu il y a seulement quelques heures. Donc, je vais commencer par les points que j'ai le plus aimé dans le film. Premièrement, je trouve que c'est un film assez coloré, il y a pas mal de jolis plans et les décors sont vraiment très bien trouvés. Par exemple, tout le long du film, il y a une voix off. Je trouve ça intéressant puisqu'il y a une réaction des comédiens avec la voix off. Mais je trouve que sur le long terme, elle est assez lassante. Je sais pas trop toi ce que tu as pensé de la voix off, par exemple? Alors j'ai trouvé pareil que toi. C'était extrêmement gênant au bout d'une heure de film. C'est-à-dire que ça part comme une bonne idée. On retrouve un petit peu l'ambiance BD, hein, c'est adapté d'une bande dessinée. Donc on sent qu'on veut faire tomber ce quatrième mur. On sent qu'on veut nous prendre par la main. Donc au début, la voix off, elle est fun. Elle est jouée par Fabrice Lucchini. Mais après, c'est tout le temps, quoi. Et au bout d'un moment, ça devient lourd, quoi. J'apprends que c'était une bande dessinée à l'origine, je ne le savais pas. Et sinon, ce que j'aime bien, du coup, bah, c'est le jeu d'acteurs parce que, par exemple, Camille Lou ou Vincent Desdiel, ce sont des acteurs que j'apprécie beaucoup dans d'autres rôles. Et dans celui-là aussi, je trouve qu'il arrive bien à le tenir. Et maintenant, dans les points que j'ai moins aimés, je trouve quand même que le scénario, il est assez plat. Et en tout cas, que ça met quand même pas mal de temps à démarrer. Au début, je comprenais pas trop où le film voulait nous emmener. Je trouve que c'est un peu long à, bah, du coup, à venir à l'histoire de la Joconde et je trouve même, ou même quand elle est, du coup, on voit le personnage principal petite. À part le fait qu'on comprenne qu'elle veut devenir hôtesse de l'air, je trouve que c'est un peu long, il y a pas forcément trop d'intérêt. Tu en as pensé quoi, par exemple, de ce passage, de l'enfance? Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que le film prend son temps pour venir au propos du film, qui est le vol de la Joconde, qui met un petit peu de peps dans le scénario. Et tout le début, on se dit, bon, ben voilà, elle veut être hôtesse de l'air, on va voir son cheminement, éventuellement le recrutement, et ça va être une comédie un petit peu de situation sur le métier d'hôtesse de l'air. Et puis c'est mou, et puis après, ça part un peu mieux quand on tombe un peu dans le rocambolesque avec le vol de la Joconde. Mais pour arriver là, ben, on sort bien les rames, quoi. On sort bien les rames. Elmina, que penses-tu de ce qu'on vient de dire? Je trouve que enfin la description que vous en faites, ça donne pas très envie d'aller le voir. De ce qui ressort de la discussion, j'ai l'impression aussi que le film a l'air comme, lent, à démarrer et c'est vrai que quand on regarde un film, on a envie que enfin on n'a pas trop envie en fait de se poser des questions et de se dire, «Bon bah, je sais pas trop où on va». Ouais, c'est vrai qu'on a cette impression-là, on ne sait pas où le film veut nous emmener, effectivement. Léonie, est-ce que tu veux rebondir sur ça ou sur un autre sujet? Ouais, on comprend pas trop où le film nous emmène et je trouve que ça manque un peu de cohérence, même dans l'humour.
par exemple, j'ai vu qu'ils ont essayé de faire des anachronismes parce que du coup, le film se passe dans le milieu des années 1900 et du coup, ils font parfois des références à ce qui se passe aujourd'hui et je trouve que ce type d'humour peut marcher, mais dans ce film, bah, j'ai pas forcément trouvé ça drôle et même en soi, le film globalement, j'ai pas forcément trop rigolé et je trouvais que les blagues, elles étaient pas trop au bon moment ou pas bien, en fait, pour ce film-là. Toi, je sais pas trop ce que tu as pensé, du coup, des blagues dans le film? Là, tu soulèves vraiment un point important du film et du cinéma français en général. C'est que là, c'est un cinéma, c'est un film où les personnages savent qu'ils sont acteurs dans un film au cinéma. Et c'est fait pour des spectateurs qui savent qu'ils sont au cinéma en train de regarder un film où des acteurs savent qu'ils sont acteurs dans un film au cinéma. Ça veut dire que du coup, ça donne un très mauvais film parce que c'est un film de clin d'œil en fait. C'est du cinéma de clin d'œil. C'est un cinéma où Monica Bellucci arrive et elle te dit: «Eh regardez, je suis Monica Bellucci, attendez, vous allez voir, je vais faire ma réplique. Mais où est la Joconde? Et j'ai été bonne, hein? Et clin d'œil, clin d'œil». C'est ça que ça donne ce genre de film et tu peux pas entrer dedans. Tu peux pas être emporté par le film parce on ne te fait que des clins d'œil sur clin d'œil. Pour, la petite histoire, ce genre de film, c'est ce qu'on appelle, du Whedon speak. Est-ce que vous voyez qui est, Joss Whedon? Non. Mmh. Joss Whedon, c'est le créateur de Buffy contre les vampires, série que j'adore, et qui écrit justement, ces personnages avec un second degré permanent. Donc c'est des personnages qui savent qu'ils sont dans une série télé, qui savent qu'ils sont dans un film et qui adressent des clins d'œil, aux spectateurs, un petit peu comme Deadpool. Et donc on a appelé c'est le premier à l'avoir fait, l'un des premiers à l'avoir fait, on a appelé ça du Whedon speak. Et c'est ce qu'on voit là avec ce film-là. C'est du Whedon speak du début à la fin et on reste, enfin moi je suis resté, loin, 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 loin de l'écran de cinéma, quoi. Quand on va au cinéma, on veut être emporté dans la toile et pas constamment nous faire des clins d'œil. Tu vas voir la prochaine séquence, elle est drôle et tu as reconnu la voix off, c'est Fabrice Lucchini, clin d'œil, clin d'œil. Et qu'est-ce que c'est lourd, quoi, qu'est-ce que c'est lourd. Bref, fermeture de la parenthèse. Pour le Whedon Speak, je vous recommande, tiens d'ailleurs, le livre Foreverisme de Grafton Tanner, qui parle justement de ça et qui nous dit qu'aujourd'hui, dans la culture, nous sommes dans une boucle sans fin. Mais bon, on reparlera de ce livre lors d'une interview prochainement et je fais un petit teaser. En parlant de teaser, tiens, Léonie, il me semble que tu as vu un film français récemment qui va sortir incessamment sous peu et que tu as bien aimé. Est-ce que je me trompe? Alors donc j'ai eu la chance de voir en avant-première Ange et compagnie, du coup qui sort le 7 mai. Pour vous le pitcher en quelques mots, donc c'est chaque personnage du monde serait donc contrôlé par un ange gardien qui l'aiderait pour toutes ses actions importantes. Et donc dans ce que j'ai aimé, donc c'était vraiment un bon moment ce film. Et dans ce que j'ai aimé, c'est que les acteurs sont pas mal de personnes qui étaient présentes pas mal à l'époque sur YouTube, notamment sur la chaîne Golden Moustache. Je sais pas si vous Oui, avez regardé un peu à l'époque. tout à fait, oui. Et moi, bon, j'ai découvert un peu tout cet univers un peu plus tard. Ça existait un peu avant, quand j'étais petite. Et du coup, bah, plus tard, j'ai aimé découvrir tout cet univers-là de Golden Moustache ou du Visiteur du Futur. Et donc, beaucoup de ces acteurs se retrouvaient dans le film, un peu en caméo, mais aussi surtout pour jouer des rôles un peu en mode. C'est On comprend quand même que c'est un bon groupe d'amis qui se réunissent pour un film, mais c'est pas du tout lourd, c'est assez, on pourrait dire assez tendre, assez sympathique comme film. Et par exemple, donc je trouve que c'est quand même le film est bien écrit. Il y a des bonnes péripéties au bon moment. J'ai juste trouvé peut-être un peu aussi le début du film un peu long à démarrer, mais dans l'ensemble, j'ai quand même passé un très bon moment. C'était drôle, pas trop lourd, mais pas non plus pas assez drôle. Donc je pense que c'est un film que je vous recommande d'aller voir à partir du 7 mai. Ok, parfait. C'est un film de Vladimir Rodionov avec Élodie Fontan ou Fontane, je m'excuse pour la prononciation, Romain Lancry et Julien Pastel. Effectivement, ça sort le 7 mai. Eh bien, on ira le voir et on en reparlera dans l'émission, tiens, une fois qu'il sera sorti définitivement, j'allais dire. C'est pas vraiment le terme, mais vous m'excuserez du terme, il m'échappe pour le moment. Alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Léonie, je trouve le pitch de ce film, Ange et compagnie, assez intéressant. Et on peut pointer du doigt les scénarios actuellement du cinéma français qui sacrifient l'originalité. C'est vrai que depuis, j'ai été voir par exemple 100 millions avec Cadmerade et Michel Larocque. Et c'est un film qu'on a déjà vu 20 millions de fois, quoi, hélas. Mmh. En fanfare, pareil.
malgré tout le talent des acteurs principaux. Le scénario est rocambolesque dans le mauvais sens du terme. Et c'est encore une fois un film qu'on a déjà vu 20 millions de fois. Là, avec ce film dont tu viens de nous parler, enfin, on se dirige vers un petit peu d'originalité. Je trouve que ça manque un petit peu quand même dans le cinéma français. Le dernier moins bon film que j'ai vu, comédie française, hein, c'est Jamais sans mon psy avec Christian Clavier et qui avait quand même une originalité dans le scénario où cette fois-ci c'était un patient complètement dépressif et rempli de tocs qui tombait amoureux de la fille de son psy sans le savoir, ce qui apportait des complications très, très drôles. Alors bien sûr, Christian Clavier joue encore un bougon bourgeois, mais bon, pourquoi pas, hein. Elmina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur Natacha presque hôtesse de l'air? Non, j'ai pas de truc à ajouter. Noémie, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, non, juste du coup pour rebondir un peu par rapport à Ange et compagnie, bah, je trouve que oui, comme tu disais, c'est vrai que ça manque un peu de nouveauté dans le genre un peu comédie humour en France. Mais ce qui est dommage, c'est que ce genre de film, bah, quand c'est nouveau, j'ai l'impression qu'il y a pas forcément beaucoup de gens qui vont les voir. Par exemple, beh, en fait, j'ai l'impression que tous ceux qui ont été un peu sur YouTube avant, qui commencent à faire des films, bah, en vrai, c'est pas mal. Par exemple, là, il y a 1 an ou 2, j'avais vu Le Visiteur du futur, qui est semi une comédie et une science-fiction et je crois que ça a pas trop marché et je trouve que pourtant c'est incroyable de pouvoir mélanger comédie et science-fiction, surtout que la SF, en général, en France, on n'en fait pas beaucoup. Donc je trouve qu'il faudrait peut-être essayer de porter un peu plus ces films qui, en vrai, évidemment, ils sont pas encore parfaits, ils sont tout nouveaux dans ce milieu, mais je trouve qu'il y a vraiment du potentiel pour les pousser à faire autre chose et aller encore plus loin. C'est super ce que tu dis, Léonie, parce que ça pointe la responsabilité de nous, spectateurs. C'est-à-dire comment on consomme le cinéma. Est-ce qu'on n'est pas en train de le tuer, le cinéma, en allant constamment voir des films pas qui sont mauvais, mais qui sont standards, parce qu'on sait ce qu'on va manger, quoi. Le preuve, Minecraft, qui est une purge immonde, est en tête du box-office. C'est quand même préoccupant je trouve, pour le cinéma, de mettre en avant ce genre ce genre de film et d'y aller, d'y aller, d'y aller. À quel moment, nous, spectateurs, on va se dire, OK, on va arrêter les reboots et les Marvel qui tournent à vide et les blockbusters à la mort moelle-neu pour se tenir de vrais bons films. Il faudrait que le spectateur j'allais dire, se conscientise un petit peu plus, quoi, sur l'industrie, parce qu'à force de nous ressasser les mêmes trucs, on va se terminer avec des films sans saveur et fades au plus haut point, quoi. Je dis ça, mais j'irai quand même voir le prochain Marvel. C'est dramatique. C'est dramatique. Ok, très bien. Léonie, est-ce que tu veux conclure? Oui, bah, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit, du coup. Vas-y. Oui, du coup, je voulais dire, c'est vrai que ça peut être un peu redondant les suites, parce que bah, parfois, par exemple, bah, si on reste un peu sur les comédies, il y a eu Les Tuches 5 récemment, et je trouvais, enfin, depuis le 4, c'est vraiment les films de trop. Et je trouve que parfois, il faut juste savoir s'arrêter et peut-être dire, bon, allez, maintenant, on trouve de nouvelles idées, on continue. Mais comme tu dis, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui continuent de voir ces suites. Même moi, le prochain Marvel, je pense que j'irai aussi. Mais je pense qu'il faut aussi, en tant que spectateur, trouver un équilibre en continuant d'aller voir les suites où vraiment on pense qu'il peut y avoir du potentiel et qu'on a envie de voir, mais de ne pas laisser de côté d'autres films plus indépendants ou nouveaux qui peuvent aussi du coup apporter vraiment un nouveau souffle. Et même nous, en tant que spectateurs, on serait beaucoup moins saoulés et moins déçus après les films. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, je plus sois. Sur ce, on passe à un autre sujet. Merci beaucoup Léonie, merci beaucoup Elmina. On se retrouve dans peu de temps pour la suite. À tout de suite. You have to treat these people like sensitive children. Big smiles. Wave, Lani. Wave like you mean it. Especially with these VIPs. They want to be the only child. The special, chosen baby child of the hotel. And we are their mummies. De retour sur radioverse.fr avec Léonie et Elmina. Et on va parler maintenant série. Une excellente série que moi j'ai adorée qui s'appelle The White Lotus. Ça passe sur Max. Peut-être sur Disney+, j'en suis pas sûr, j'ai dit Disney+, tout à l'heure, mais originellement ça passe sur Max. Elmina, est-ce que tu peux nous faire un petit peu le pitch de cette série créée par Mike White? Enfin, chaque saison, ça se déroule dans un lieu de vacances, un lieu de destination de vacances. Et on va avoir en fait l'équipe
de l'hôtel, donc l'hôtel qui s'appelle le White Lotus. Et il y en a un peu partout dans le monde, dont la première saison qui se déroule à Hawaï et la deuxième qui se déroule en Italie. Et donc, à chaque fois, l'équipe accueille les vacanciers. Et c'est quand même un hôtel de luxe. Et donc, les personnes qui vont arriver, ça va être des personnes assez plutôt riches. Et en gros, on va les suivre. En fait, ça va suivre leur séjour. Et à chaque fois, ça va. Enfin, leurs aventures, leurs péripéties, elles vont s'entremêler les unes les autres. Il va y avoir des histoires entre eux. Oui, voilà, c'est une série chorale en fait, avec plusieurs personnages. Et quand tu dis un peu riche, tu es un petit peu gentil. Parce que là, parce que là on est chez les ultra, ultra riches hein, quand même. Hein. Ouais, C'est du luxe à t'en crever la rétine, quoi. ouais. On est vraiment dans un monde VIP privilégié. Tu connaissais la série, toi, Léonie, ou pas? Juste de nom, j'ai pas du tout encore eu l'occasion de la voir. Mais du coup, c'est une série, enfin, sur quel thème? C'est plutôt fantastique, plutôt horrifique? Enfin, pas trop compris. Alors, c'est très bien cette question, parce que c'est entre la série policière et la série comédie de meurtre. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Almina? Oui. Toi, tu la rangerais dans quelle catégorie? Bah, justement, je sais pas, j'étais en train de réfléchir. Mais oui, c'est vrai, enfin, comédie, mais en même temps, c'est pas une comédie, classique à laquelle on pourrait penser. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Enfin, la série, j'aime bien comment chaque personnage est développé et en fait, tous les personnages, on voit, il y en a pas un qui est laissé à l'écart. Et j'ai l'impression que la psychologie un peu de chaque personnage est vachement mise en avant, vachement développée. Et en fait, on voit que chaque personnage en fait a son caractère, son histoire. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Aussi quelque chose que j'ai adoré, que j'ai remarqué en fait, c'est que par rapport à l'endroit où ça se passe, ils vont mettre que des musiques traditionnelles. Donc par exemple, ils mettaient des musiques pour Hawaï, c'était des musiques hawaïennes, et pour l'Italie, c'est que des musiques italiennes. Oui, c'est ça. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, enfin, je trouve ça sympa, en fait, de faire ça, à chaque fois. Et la saison 3 se passe en Thaïlande. Effectivement, c'est une série qui est très très bien produite à tous les niveaux. Musique, images, réalisation, les acteurs ils sont au top. Tu sens qu'il y a du moyen, que c'est produit à la perfection. C'est vraiment une très bonne série sur ça. Et effectivement, la série démarre toujours avec une sorte de cliffhanger. On voit ce qui va se passer à la fin. C'est toujours une catastrophe avec des morts. Et on fait un retour en arrière une semaine avant Mmh. et on va voir les 7 jours qui ont précédé la catastrophe, sans savoir vraiment ce qu'il s'est passé, jusqu'au dernier épisode. Il y a toujours un petit suspense. Est-ce que c'est une série que tu conseilles, toi, Almina? Totalement. Enfin, moi, j'ai adoré et je l'ai pas encore finie, mais j'ai hâte de la terminer parce que, je la trouve très intéressante. Et encore une fois, je pense que vraiment ce que j'aime, c'est à quel point les personnages sont en fait, ils sont intrigants, je trouve. Et en fait, ça donne envie de les comprendre et de se dire: «Mais pourquoi telle personne, elle agit comme ça?» Et qu'est-ce que c'est son problème? Voilà. Et aussi le fait que ça commence avec ce qui se passe à la fin, on voit les morts. Et ça nourrit l'intrigue, en fait, tout au long de la série. On se demande: «Mais qu'est-ce qui va se passer, en fait? Qu'est-ce qui amène à cette mort? Qui a tué et qui est mort?» Ouais, effectivement, parce qu'on ne sait jamais, qui est vraiment mort, quoi. C'est ça qui Ouais. est intéressant aussi, il y a un vrai suspense. Moi, j'ai quand même un tout petit bémol sur la portée politique de la série. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle nous raconte politiquement? Est-ce que ça nous raconte que les ultra riches sont ultra protégés et qu'il n'y a pas de passage entre les classes possible? Je fais référence notamment à la saison 2 où on a 2 prostituées, qui essayent de percer un petit peu dans une classe qui n'est pas la leur et qui se retrouvent, au final contentes de leur sort. Ça nous donne un petit peu une petite morale, chacun reste à sa place, hein, les riches d'un côté et les pauvres de l'autre. Qu'est-ce que tu penses, Almina? Est-ce que je délire? Est-ce que je politise tout peut-être? Je sais pas trop quel est mon avis sur ça, mais ça m'a fait penser, au fait que, par exemple, dans la première saison, on a du coup, un employé qui va avoir une histoire avec, un des vacanciers. Il va expliquer que, en gros, comment dire? Le complexe hôtelier, en fait, a littéralement volé, en fait, les terres qui appartenaient de base, à la communauté. Parce qu'en fait, c'est une île, à Hawaï. C'est pas, c'est une île à côté. Et du coup, il y a un peu ce truc, par exemple, du coup, la personne, qui a une relation avec, l'employé, elle est un peu en mode, «Oh, c'est triste, ça se fait pas» et cetera.
Mais en même temps, bah, elle, en fait, elle est dans je trouve qu'il y a plein de trucs qui sont intéressants, enfin, par rapport aux histoires de chacun. Au fait que, par exemple, pour, la fin en tout cas pour la première saison, on a la famille, avec, la mère qui est, PDG d'une entreprise et on a, la fille, par exemple, qui est hyper enfin, qui est avec sa copine et qui est hyper, dans la provocation avec ses parents, mais qui, au final, bah, elle-même, en fait, elle, jouit des privilèges qu'elle critique elle-même et par exemple, on a, le couple, de jeunes mariés où, enfin la fille, elle déchante, en voyant que enfin, en se rendant compte qu'au final, elle a peut-être fait une erreur, en fait, en mariant, enfin l'homme avec qui elle s'est mariée parce que, bah, elle se rend compte qu'elle pourra pas vraiment travailler. Enfin, je sais pas, je trouve ça Mmh. Mais je vois ce que tu veux dire et je vais réviser du coup un petit peu mon jugement. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on n'arrive pas à trancher en fait sur le côté politique. Par exemple, je prends pour exemple l'histoire de Jennifer Coolidge qui joue une richissime héritière, Tanya McCoy, et elle fait miroiter à sa masseuse qu'elle va mmh, l'aider à ouvrir son propre salon de beauté qui est jouée par Natasha Roswell, excellente, qui revient dans la 3e saison. J'adore ce personnage. Son rôle, elle s'appelle Belinda pardon, dans la série. Et au final, donc, elle ne l'aide pas. Elle s'en fout. Après, la riche héritière, eh ben, elle change d'île, elle change d'hôtel et elle lui dit au revoir, je vais faire autre chose. Ça montre effectivement le, le mépris, quoi, le mépris des ultra riches pour les autres, tu pas autour de mon nombril, peu m'importe. Donc ouais, et c'est effectivement, c'est délicat de trancher. je trouve que moi, ce qui m'a plus intriguée, c'était pas vraiment le message politique, mais c'était, en fait, les histoires de chacun que j'ai trouvé hyper intéressant. En fait, enfin, chacun avait une réelle problématique et enfin, moi, je sais que je me questionnais énormément. Je me disais, bah, par exemple, la fille, enfin le couple marié, mais enfin pourquoi elle s'est mariée? Et enfin je me dis qu'elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte qu'il était comme ça. Enfin, même si par exemple elle disait elle était occupée dans les préparatifs du mariage. Bah, enfin je veux dire c'est quand même la personnalité de la personne et j'ai l'impression qu'elle l'a jamais côtoyé avant, voilà. Ou par exemple, du coup pour les 2 jeunes filles et tout qui sont amies, bah, on se demande pourquoi elles sont amies en fait. Enfin, parce qu'il y en a une qui est un peu bizarre, son comportement, enfin l'autre elle cache, sa relation avec l'employé et l'autre, enfin elle essaye de savoir et en même temps elle va essayer de lui piquer un peu. Enfin moi j'ai trop aimé la comment dire? Un peu, je sais pas comment expliquer, mais les histoires de chacun et je trouve que bah, on se pose beaucoup de questions. Enfin moi je sais que je me suis vraiment interrogée, je me suis dit: «Mais je comprends pas pourquoi ils ont ce comportement-là, entre eux», ou je sais pas. Ouais, c'est très intéressant ce que tu me dis, Edmina, et ça me fait réviser mon jugement. Effectivement, la portée, de la série, elle est personnelle, elle est au niveau des personnages. Tu as tout à fait raison et c'est ça que ça nous raconte, l'évolution des personnages, de leur motivation, la découverte de comment ils fonctionnent et effectivement, tu as tout à fait raison et du coup, j'aime encore plus cette série. Léonie, est-ce qu'on t'a convaincu ou pas? Bah, en vrai, oui, de toute façon, du moment où vous avez dit que c'était un peu une série tournée sur tout ce qui est crime, moi j'aime bien ce genre de film ou de série. Donc déjà sur ça, ça m'a convaincue. Puis comme l'a dit Elmina, par rapport aux personnages qui ont l'air quand même tous, comment dire? Assez complexes, assez vraiment on va s'occuper bien de chacun et vraiment tous nous les présenter, bah, je trouve ça aussi très intéressant. Parce que dans certaines séries ou films, il y a vraiment des personnages qui sont un peu laissés à l'abandon. J'ai l'impression que c'est moins le cas dans cette série, par exemple. Donc du coup aussi et même, du coup que ça a l'air quand même une série assez complexe, soit politiquement ou sur plein d'autres aspects, où il y a pas mal aussi de remises en question. Donc je pense que j'irai la voir et que oui, vous m'avez convaincue. OK, super. Elmina, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, je voulais dire, enfin quelque chose que enfin je voulais dire tout à l'heure, c'est que oui en fait, je sais pas si c'est tellement un message, politique, mais en tout cas je pense que c'est quand même une critique, bah, des riches en fait tout simplement où chacun, à sa manière, on nous montre, à quel point enfin les personnes riches, je sais pas, peuvent être, soit, bah, juste ils pensent, bah, qu'à eux par exemple avec, Tania où vraiment elle est hyper égoïste, enfin elle change toujours d'avis, elle est hyper dispersée et enfin je sais pas. Et ou par exemple avec du coup le couple marié, où, bah, il y a un peu vraiment l'idée de trophy wife. Je pense qu'en fait chaque personne, chaque groupe, de personnes a une petite critique en fait
d'être riche et en fait, comme tu l'as dit, Léonie, c'est qu'en fait, vraiment aucun personnage n'est laissé enfin, de côté. Chaque personnage est développé et on n'a pas l'impression de moins en connaître un. C'est vraiment tous, on les connaît bien, on sait quelles sont leurs personnalités et c'est ça que je trouve, enfin, juste hyper, engageant et aussi, j'ai bien aimé le fait qu'on sent à chaque fois la tension monter en fait, enfin, au fil, des épisodes en fait, plus, ça avance, plus la tension, elle monte. Tout à fait. Bah, tu sais quoi? Je me range à ton avis et tu m'as fait changer d'avis. J'aime encore plus cette série comme je l'ai dit tout à l'heure. Super, merci Elmina. Et voilà qui conclut une excellente, émission. Léonie, merci beaucoup pour cette, première, maîtrisée. J'espère que ça t'a plu et que tu t'es, bien amusée en notre compagnie. Merci encore. Elmina, c'était un plaisir de te revoir après, un mois d'absence. On espère te revoir, dans 15 jours dans le prochain, Et alors sur radioverse.fr à 18h, un vendredi sur 2. Léonie, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous. Elmina, merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Et à dans 15 jours. Salut, salut!